Madame s'était révoltée contre Karl. C'était juste parce qu'il n'avait pas encore pris conscience de ce paradoxe, ni de bien d'autres mystères. Les musiciens viennent d'une autre ville. Ils disent le nom, mais Isaac ne le comprend pas. Du moins, pas assez pour le retenir. Il demande s'il joue du piano. « Pardon ?» demande-t-il en rigolant tous ensemble. Quelqu'un essaie d'imiter une dame distinguée, la bouche en cul de poule, le menton relevé, le petit doigt en l'air. Les rires redoublent. « Non, signor, pas nous. On ne joue pas de piano. » Ils se rendent à un mariage. Ils doivent se produire 3 jours de suite. « Pépette, pépette !» disent-ils, en se frottant le pouce sur l'index, comme pour faire briller une pièce d'un florin. « C'est pourquoi il faut absolument qu'on passe de l'autre côté, disent-ils. On nous attend là-bas. Nous serons importants. » Soudain, du bois craque. Il y a des appels, le fracas de branches. Un bocteau de bambou est abattu. Ils vont construire un pont, disent-ils. Il peut donner un coup de main. On ébranche les tiges. Les cannes nues sont alignées avec soin sur le sol, mais il ne faut pas jeter les rameaux. Ils serviront à lier les tiges entre elles. Des doigts longs et souples tressent les rameaux pour en faire une corde. Quelqu'un joue de la flûte. Une flûte de bambou. Du même bois que le pont qu'on fabrique. Elle insuffle la vie dans le pont. Les mains et les doigts de ceux qui tressent la corde suivent les doigts qui bougent sur la flûte. Ils reproduisent ce qui leur est chanté. Ils marmonnent et murmurent à l'unisson. Ils fredonnent l'histoire que la flûte leur raconte. C'est l'histoire des rameaux qui deviennent cordes. De la corde qui tient le pont. Du pont qui les mènera sur l'autre bord. Mais pas encore. Car la corde est toujours rameau. Les cannes de bambou sont posées côte à côte sur l'herbe et l'autre bord est encore loin, dit la flûte. Les mains approuvent. Et lui, il peut le voir de ses propres yeux. Derrière eux, dans la forêt, oiseaux, singes, geckos se déchaînent et le ménate dans sa cage ne sait pas ce qu'il doit faire. Doit-il siffler avec la flûte ou hurler avec la forêt? L'oiseau sautille nerveusement dans sa cage et cogne régulièrement son petit crâne contre les barreaux. La flûte poursuit une mélodie. Isaac n'écoute pas vraiment. Ses doigts détachent les feuilles des rameaux. Le pont prend forme. Lentement. Il n'a rien d'autre à faire qu'à entendre. Ce qui arrive de soi-même. Il doit seulement être vigilant. Il doit seulement être là.
maîtresse des maîtresses, comme une vieille jonque chinoise poussée par un vent favorable, apporte un soir de rêve, pleine lune, étoile de soie, tandis que peu à peu la nuit se ferme, tel un écran mystique. J'ai de rêves assez pour remplir 1000 vers, où n'existent que métaphores et lucioles angéliques, battant de leurs ailes géantes un lent clignotement aux accents monotones d'une flûte de bambou, dont joue un petit garçon brun qui rêve sur le dos d'un buffle paissant. Supposons qu'en ta vie, je rentre doucement, comme apparaît la montagne lointaine dans le petit matin hors de la brume qui se lève, apportant du soleil et 1000 chants d'oiseaux, et le sifflet aigu d'un train qui entre en gare. Oui, supposons. C'était le premier train à glisser sur les rails pour sortir de la gare de Gambir. Les hauts remblais de terre rouge que j'avais remarqués à l'époque japonaise, chaque fois que je m'étais rendu à Blora, avaient comme fondu sous l'effet des averses. La pluie les avait entamés, décapés, et ils avaient perdu les 3/4 de leur hauteur primitive. La vie des hommes n'est-elle pas de même, entamée, décapée, et ne font-elles pas de façon identique? Un léger brouillard matinal voilait le paysage, et je m'écartai de la fenêtre afin de ne plus voir les remblais. Je repensai à mon père. N'avait-il pas été entamé, lui aussi? Et comme j'étais marié et que ma femme était assise près de moi, je la regardai et lui dis: ce n'est pas une visite de jeunes époux. Nous nous rendons près d'un malade. Je la vis qui hochait la tête, puis reportai mon regard à l'extérieur. La brume était en train de se dissiper et soudain, Klender apparut. Les carcasses de tanks, d'automitrailleuses et de camions éparses dans les champs et sur les bords de la grande route. Je tirai sur ma cigarette. La fraîcheur du matin, tout comme celle du vent, s'était atténuée. Les rizières succédaient aux rizières, les unes en friche, les autres bonnes à moissonner. C'est là que les petits avions hollandais venaient jeter leurs grenades sur les paysans. Parfois même, ils atterrissaient dans un champ sec pour s'emparer d'une chèvre. Tout cela me revenait très bien en mémoire. Et dans ces herbes toujours verdoyantes, une partie de mes camarades chargés de garder la voie avaient trouvé la mort et imbibé le sol de leur sang. À quelle heure arrivons-nous à Semarang? À 4 heures. Et je me replongeai dans mes souvenirs. Kranji, Tanggung, Cikarang. C'était toute la ligne de nos avant-postes avant la première action militaire. Le train reprenait de la vitesse. Soudain, la lettre de mon oncle me revint à l'esprit. Il a craché le sang à 4 reprises. Je m'arrêtai un temps au mot sang. Puis la suite de la lettre repassa dans ma mémoire. Je crois qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Tu pourras venir, n'est-ce pas? Bien sûr que tu pourras. Je frissonnais, comme pris d'un accès de malaria. Toutes les images de combat s'évanouirent, et je ne pensais plus qu'à papa. Nous venions d'arriver à Lima Abang, et d'un coup, encore un autre souvenir. Il y avait 4 ans de cela, sans qu'on s'y attendait loin du monde, les Hollandais s'étaient mis à nous arroser de 3 positions à la fois.
avec 8 ou 10 canons à longue portée. D'anciens artilleurs avaient servi dans la CNIL, l'armée coloniale hollandaise, avant que la guerre avait pu les compter. La panique avait été générale. Tous s'étaient mis à courir vers la rizière. Je me rappelle encore très bien que j'avais crié avec les 2 mains en porte-voix « Ne courez pas! Couchez-vous » Mais ils étaient trop nombreux, trop désemparés, trop perdus. Et couché sous un grand arbre, je vis un obus, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 tomber et exploser en plein milieu de cette foule qui courait. Que de sang, que de victimes, de cadavres. Et ceci me ramena à la lettre, à mon oncle, à mon père. Je soupirais et mon cœur était comme fendu. Je suis insensible, il est vrai. Et ma famille est toute faite de gens sensibles. Je fermais les yeux pour ne plus voir le paysage de Lima Abang. Et les souvenirs étaient toujours là. Maintenant, je pensais au cimetière, ces lieux où nous finissons tous. Il est vrai que certains ne peuvent obtenir de rentrer dans le sein de la terre, les marins et parfois aussi les soldats pendant la guerre. Et si jamais mon père ne pouvait trouver de place, je frissonnais à nouveau. Mes yeux brillèrent, mais je n'eus aucune larme. Ah, c'en est fini de ces idées folles, me criai-je à l'intérieur de moi-même. Et je me pris à imaginer que j'avais gagné à la loterie. Quel beau rêve. Quoi qu'il arrive, l'homme doit mourir. La mort, la maladie. Et l'idée de la maladie me ramena encore une fois à papa. Je jetai à nouveau les yeux par la fenêtre. Les plantations de caoutchouc se suivaient à l'infini, et l'on passait par toute une série de petites bourgades que j'avais bien connues. De nouveau, toute une série de souvenirs, amers ou non, me revinrent à l'esprit. Et je me rendis compte qu'en fait, nous ne pouvions pas vraiment contrôler nos souvenirs. Le train continuait sa route. Il continuait. Soudain, Mawa se souvint de l'histoire terrible et brutale qui était arrivée à Boutet, une adolescente menue que l'on entendait souvent à la radio dire de la poésie avec une grande sensibilité. Cela s'était passé 1 an auparavant, quelques jours après le déclenchement brutal des événements du 30 septembre 1960.